Rachel Pouliot, je suis la nouvelle directrice générale du Réseau québécois en développement social, le RQDS, qui vous présente en collaboration ce webinaire cet après-midi. Je suis arrivée en poste au mois de mars seulement, mais j'étais membre du RQDS depuis 3 ans, donc c'est un univers que j'ai côtoyé quand même dans les dernières années. Donc, bien contente d'avoir un rôle différent maintenant parmi vous. Donc, voilà pour la petite histoire de mon côté. Donc, simplement peut-être vous présenter brièvement le RQDS sans en faire une longue présentation, mais il est possible qu'il y ait des gens d'entre vous qui connaissiez peut-être un petit peu moins le RQDS. Donc, c'est un regroupement provincial de démarches régionales en développement social. Donc, on a des membres partout au Québec, donc on en a environ 17-18 pour couvrir l'ensemble du territoire. Et dans le fond, ce qu'on fait avec nos membres, ben, c'est principalement du soutien et de l'accompagnement là, dans les démarches qu'ils ont à faire, mais on essaie aussi de faire de l'influence politique et stratégique pour pouvoir positionner le développement social au Québec et de faire en sorte d'influencer les politiques publiques. Notamment, ce n'est pas le seul objectif qu'on a, mais ça fait partie de. On offre aussi de la formation, on est partenaire dans différents projets. Donc, si jamais vous voulez voir toutes nos actualités, c'est le petit moment autopromotion que je me permets. Donc, vous pouvez vous abonner à notre infolette ou nous suivre sur Facebook. Donc, gênez-vous pas là, si jamais ça vous tente de voir un peu ce qui se passe là, au Québec ces temps-ci en développement social. Ben, ce sont 2 outils qui sont intéressants. Sinon, ben, on est en transformation un tout petit peu. Donc, on est en train là, d'élargir nos horizons. Donc, on aura des nouveautés à vous dévoiler dans les prochains mois. Donc, avec grand plaisir. Puis, la dernière nouveauté qu'on a eue, c'est notre nouveau site web. Donc, on a refait notre image, si jamais ça vous tente. Si jamais vous avez connu l'ancien site web du RQDS qui en arrachait depuis quelques mois, bien, vous allez maintenant avoir une expérience améliorée. Vous pourrez voir alors les prochains événements qui seront présentés. Je reviendrai en fin de webinaire pour vous présenter le prochain, mais dès maintenant, puisqu'on est déjà 36, je vous propose que je cède la parole à mon collègue Gédéon Véraud, qui vous présentera l'atelier d'aujourd'hui. Donc, présentement, nous sommes 2. Vous avez l'équipe complète du RQDS devant vous cet après-midi. Donc, Gédéon, si tu es prêt, tu pourrais enchaîner. Pour moi, ben, j'aurai le plaisir de vous revoir à la toute fin. Merci beaucoup d'être là. C'est fort apprécié. Merci, Rachel. Merci à tout le monde d'être présent avec nous cet après-midi. Je pense que ça va être super intéressant, la présentation qu'on va avoir cet après-midi. Donc, moi, je suis Gédéon Véraud. Je suis coordonnateur développement organisationnel et projets au RQDS. Dans le fond, on a organisé quelques webinaires au printemps. On souhaitait, dans le fond, présenter des initiatives inspirantes dans les différentes régions du Québec en développement social. Donc, on a eu une présentation là, au mois d'avril sur la mutualisation. Donc, on a un de nos membres développement social Laurentide qui est très actif sur la question de la mutualisation. Donc, on a eu un webinaire sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a l'initiative Bien vieillir chez soi au Bas-Saint-Laurent. Donc, elle va être présentée cet après-midi. Et le mois prochain, on va avoir une autre thématique aussi d'un nos membres au Centre du Québec. Donc, on pense qu'il y a vraiment des belles initiatives qui se font, des beaux projets qui se font en action intersectorielle, en développement social partout à travers le Québec. Donc, on est super heureux de pouvoir vous présenter ça. Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans. Je vais tout de suite vous présenter Hirondelle Varadi-Zabo, qui va être votre présentatrice cet après-midi. Donc, Hirondelle est agente de recherche et de développement en innovation sociale au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Et c'est elle qui coordonne la démarche là, Bien vieillir chez soi. Donc, c'est ça, elle connaît bien son sujet. Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup, Gédéon et Rachel. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir nombreux pour cette présentation et que j'ai la chance de vous partager qu'est-ce qu'on fait au Bas-Saint-Laurent. Je vais commencer juste par m'assurer que je peux vous partager ma présentation. Le chef en jeunesse? Pardon? À qui, là? Oui, je vais m'en occuper. Je suis pas venue demander à Joël. Parfait. Pendant ce temps-là, je partage ma présentation. Vous pourrez me dire si tout fonctionne bien. Ça ne sera pas long. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? Oui, OK. Excellent.
C'est ça. Je suis coordonnatrice. En fait, on est deux coordonnateurs de la démarche Bien vieillir chez soi. Il y a moi et Normand Lévesque qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vous présenter c'est quoi notre démarche Bien vieillir chez soi et sa programmation de recherche-action, parce que la démarche a mis en place une programmation de recherche-action, et de partager avec vous aussi les apprentissages qu'on a acquis lors de la réalisation de cette démarche-là, avec les défis qu'on a relevés, donc pour vous inspirer, on espère. On a un site web qui présente tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ou presque. J'ai mis un petit élément à scanner si vous voulez, mais il va revenir plus tard, fait que je vais y faire référence quelques fois. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc, je débute. Je vais juste prendre ma souris. Voilà. Donc, la démarche Bien vieillir chez soi se situe sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, c'est un grand territoire qui comporte 8 MRC et 114 municipalités, beaucoup de municipalités qui sont rurales et éloignées des grands centres. Oui, on a quelques villes-centres, mais on s'entend, ce n'est pas des métropoles et beaucoup de petits villages, finalement. On est aussi une région, la région qui a le pourcentage de personnes aînées, la deuxième région le plus élevée au Québec, après la Gaspésie. Donc, c'est une opportunité pour nous de démontrer comment on peut prendre soin des personnes aînées et faire des projets inspirants et innovants. Pour pouvoir répondre à cet enjeu démographique-là, notamment, le projet a été mis en place avec l'objectif de permettre aux personnes aînées du Bas-Saint-Laurent de vivre le plus longtemps à domicile et dans leur communauté. Donc, quand on parle à domicile, on parle autant dans leur maison que dans leur village. Parce que si les services ne sont pas accessibles dans le village, ben, il faut déménager dans les villes-centres. Fait que des fois, ce n'est pas juste le logis, mais c'est aussi d'avoir d'autres offres de logis ou d'autres services. Et on a pris l'objectif d'aller vers l'innovation ou l'adaptation dans l'offre de services pour essayer de faire autrement et de surmonter des obstacles qui sont parfois difficiles. Donc, à long terme, ce qu'on veut, c'est avec ce projet-là d'avoir une meilleure connaissance des enjeux puis des solutions du bien vieillir chez soi au Bas-Saint-Laurent. De mettre en place des enjeux, des solutions aux enjeux qui soient concrets avec une bonification d'offres de services et aussi qui soient pérennes. Donc, que les services puissent être vraiment accessibles aux personnes aînées et maintenus dans le temps. Puis, une mobilisation accrue des partenaires, tant au niveau intersectoriel. On avait déjà une bonne mobilisation au Bas-Saint-Laurent, mais il y a beaucoup d'enjeux reliés au vieillissement. Donc, on voulait avoir encore plus de mobilisation. Fait autant intersectoriel que aussi au niveau collaboration régionale et territoriale, donc au niveau des MRC. Donc, au niveau des MRC, on a des tables de concertation dans chacune des 8 MRC qui regroupent les organismes qui travaillent au bien-être des personnes aînées. Donc, même si notre projet était régional, avec un comité régional, on a travaillé beaucoup avec ces tables de concertation-là aussi. Donc, un petit historique d'où vient le projet. Donc, c'est sûr qu'avant 2019, il y avait des projets et des intérêts pour les personnes aînées. Là, excusez-moi, il y a quelque chose qui a bougé. Voilà, c'est revenu. Mais il y a eu un événement en 2019 du colloque Bien vieillir chez soi dans Rimouski-Neigette. Vous voyez bien toujours l'écran, hein? Oui, OK, parfait. Un grand colloque qui a été organisé notamment avec le Carrefour 50 ans et plus. Donc, il y avait beaucoup de personnes aînées qui étaient présentes. Puis bien que le colloque s'appelle Rimouski-Neigette, il y a des intervenants, des personnes qui sont venues de l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, beaucoup de chercheurs qui ont présenté des statistiques, beaucoup de personnes aînées, comme je l'ai dit, même la ministre Marguerite Blais du temps était présente, les grandes institutions aussi, fait qu'il y a vraiment eu de l'effervescence lors de ce colloque-là. Il y a eu un beau rapport qui a été écrit, mais les partenaires ont vraiment décidé qu'ils ne voulaient pas que ça reste sous forme de rapport, puis qu'ils voulaient qu'il y ait des solutions concrètes qui soient réalisées.
Donc, en 2020, il y a eu plusieurs organisations régionales qui se sont mobilisées de façon autonome. Donc, il n'y a personne qui est allé les chercher. Là, ça s'est fait de façon autonome. Et ils ont formé un comité directeur qui a donné les grandes orientations du projet. Fait que je vais vous le présenter tout de suite après, ce comité directeur-là. Et dans le fond, ils ont choisi ensemble de vouloir agir sur l'enjeu du maintien à domicile par l'amélioration des services et de prendre l'approche de recherche-action, donc de créer une programmation de recherche-action qui mettrait en place des services de façon concrète et où la recherche pouvait contribuer de façon à amener de la connaissance scientifique pour répondre le mieux possible aux besoins à la base et pouvoir aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, donc la connaissance de ce qui avait déjà été essayé ailleurs ou de ce qui se fait ailleurs dans la mise en place du service et aussi l'évaluation du service. Fait que je vais revenir tout à l'heure un petit peu plus en détail sur c'est quoi l'approche de recherche-action, mais c'est ça les grandes lignes à quoi ça peut servir. Donc, il y a eu une première demande de financement qui a été déposée à la Fondation Mirella Lino Saputo et qui a été acceptée pour explorer les thématiques puis pour déposer un projet. Puis ça l'a permis en février 2021 d'embaucher 2 ressources pour assurer la coordination de la démarche, donc moi-même, et il y avait Annie Lachance, plusieurs d'entre vous, en tout cas je sais au moins Frédéric que je vois là, l'ont déjà rencontré, mais qui est maintenant été remplacé par Normand Lévesque qui est avec nous aujourd'hui. Donc, d'avoir 2 ressources, ça l'a permis de mettre en place la démarche puis la programmation de recherche-action, donc le structurer, puis je vais vous présenter différents éléments de structuration et de la mettre en œuvre, la programmation de recherche-action. Ça ne sera pas long. Donc, le comité directeur, comme je vous disais, sur le comité directeur, il y a notre organisation qui est le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Le Collectif régional de développement, c'est un organisme de développement et de concertation qui travaille sur des enjeux régionaux. Notre CA, c'est les 8 préfets et préfètes du Bas-Saint-Laurent. Mais c'est important de nommer qu'on n'était pas là à l'origine. Donc, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine du projet. Nous, on est mandataires. Donc, on est le bras opérant, en fait, du projet. Sinon, il y a le Centre d'action bénévole de la Matapédia, qui est une représentante des centres d'action bénévole du Bas-Saint-Laurent. On en a 8, puisqu'on a 8 MRC. La chaire interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales, la chaire Cyrus, qui est une chaire de recherche de l'Université de l'UQAR, puis qui se situe sur 2 territoires, donc le Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches. La direction du soutien à domicile du CIS du Bas-Saint-Laurent, qui est présente depuis le départ. Donc, on a le directeur et sa direction adjointe avec nous. Le GIEC des Basques, qui est notre représentante de la voix des ESAD, des entreprises d'économie et de soutien à domicile. Il y en a 8 au Bas-Saint-Laurent encore là, parce qu'on a 8 MRC. Et on a la chance aussi que le GIEC des Basques soit un projet de gériatrie sociale. C'est le projet de gériatrie sociale au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est intéressant aussi d'avoir cette vue-là. La présidente de la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent est avec nous et un représentant de l'UQAR aussi. Au départ, on avait un député qui était avec nous. On avait le consortium Interescat aussi, qui est un centre qui fait du courtage de connaissances, qui ont un projet Vieillir en santé sur les aînés. D'ailleurs, si la question des aînés vous intéresse, c'est intéressant d'aller voir ce qu'ils ont produit comme connaissances dans les dernières années. Et la table régionale des élus municipaux aussi, qui était avec nous, mais qui ont quitté en cours de route pour continuer une collaboration très proche, mais ne plus être sur le comité directeur. Il faut dire que le comité directeur se rencontrait aux 3 semaines au départ, puis on a toutes des directions, fait que c'était quand même un grand engagement de leur part. Donc, c'est quoi l'approche de recherche-action? Je reviens là-dessus. En fait, la recherche-action, ça permet d'asseoir différents partenaires avec des chapeaux différents. Donc, bien sûr, on a des chercheurs qui amènent la connaissance, mais on a aussi les représentants des organisations
qui portent le projet, donc qui portent le service, excusez-moi, donc vraiment les organisations qui vont mettre en place le service, mais aussi toutes les autres organisations collaboratrices qui sont intéressées ou qui travaillent sur la thématique, et des personnes expertes de vécu, que ce soit des personnes aînées ou des personnes proches aidantes, qui travaillent vraiment ensemble. Donc, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous présenter les projets de la programmation. Vous allez voir qu'il y en a 8 et chacun des comités ont de ces 3 personnes-là impliquées dans le comité. Donc, la recherche-action, ça permet un partage puis une mise en commun des connaissances de chacun des partenaires. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est que des fois, ça peut être difficile de se comprendre, mais c'est toute la richesse de pouvoir apporter chacun son expertise puis qu'elle soit reconnue. La recherche-action inclut un processus itératif qui réinvestit les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la base, la connaissance des besoins est connue afin de mettre en place le service, donc pour mettre en place le meilleur service possible. Puis une fois que le service est mis en place, il y a une évaluation de comment le bénéficiaire reçoit le service, comment les gens qui offrent le service le vivent, tout le fonctionnement pour pouvoir adapter le service, le modifier et refaire cette boucle-là une deuxième fois. Et dans un monde idéal, on pourrait le faire même une troisième fois et qu'au bout de la ligne, on n'attend pas la fin pour évaluer si le service répond vraiment aux besoins qui a été identifié au départ. Donc, c'est ça aussi à quoi sert la recherche-action. Là, je pense que vous pourrez... Oui, vas-y, Gédéon. Oui, Rondelle, on est toujours sur la diapositive historique. Je ne sais pas si tu fais tourner tes diapos, là. Fait que c'est normal. Oui, moi, je suis sur la diapo approche de recherche-action. Vous n'avez pas ça? Oui, c'est bon, ça vient d'apparaître de mon côté. Est-ce que tout le monde la voit? Ouais. Eh, mais c'est drôle, moi, ça fait un petit bout qu'elle est là, malheureusement. J'espère que là, vous allez pouvoir me dire, oh, si vous avez la prochaine diapo, étape de mise en œuvre. Oui, c'est bon. OK, merveilleux. Bien, merci, Gédéon. N'hésite pas à m'arrêter comme ça. Juste vous dire que je pense que Gédéon, il va avoir une période de questions à la fin. Donc, notez vos questions. Là. J'allais vous demander si ça allait là, pour la recherche-action, mais gardez vos questions pour la fin. Donc, pour l'étape de mise en œuvre, donc tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'on a eu un premier financement de la Fondation Mirella Saputo qui a permis d'embaucher 2 ressources, fait que ça a permis de faire la première année en 2021 où on a vraiment fait un état de situation, en fait, du bien vieillir chez soi pour déterminer les thématiques qui allaient être les projets de la programmation de recherche-action. Donc, on a passé des entrevues avec des personnes aînées, on a fait des focus group, des FFMO, des forces, faiblesses, menaces, opportunités, avec l'ensemble des tables de concertation du Bas-Saint-Laurent, donc les 8, là, dans chaque MRC. Puis on a envoyé des questionnaires à l'ensemble des organisations qui œuvrent au bien-être des aînés. Puis on a eu la chance d'avoir un comité de recherche, en plus de notre comité directeur, qui se rencontrait aussi aux 3 semaines pour nous soutenir. On a même passé à travers le fameux processus d'avoir un certificat d'éthique en recherche. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que ce n'est pas l'affaire la plus agréable, mais ce n'est pas grave, ça permet d'être rigoureux. Donc, c'est ça. Donc, on a pu faire un état de situation, puis on a le résultat sous forme de fiches. Sous 7 thématiques, donc par exemple l'habitation, le transport, le soutien à domicile, etc., qui sont sur notre site web dans la section ressources. Et donc, dans ces fiches-là, on a la description de la thématique, mais on a nos constats au Bas-Saint-Laurent. Puis pour les 7 fiches, là, la totalité, il y a 30 constats qui sont ressortis, qu'on a utilisés pour faire l'orientation, pour faire une priorisation des thématiques qu'on allait utiliser. Parallèlement à ça, on a fait une recension d'initiatives innovantes. Donc, on a fait une recension au Bas-Saint-Laurent, au Québec et même dans le monde, qu'on a mis sous forme d'un fichier Excel, que vous pouvez même faire une recherche dans le fichier Excel par rapport à des thématiques pour avoir des idées de recension innovantes, qui est aussi dans la section ressources sur notre site web. Et nous, ça nous a permis de nous inspirer avec nos grands constats pour choisir les 8 thématiques.
Donc ensuite, on a fait un deuxième dépôt à ce moment-là à la Fondation Mirella Lino Saputo pour avoir un financement vraiment substantiel pour 4 ans, pour de 2022 à 2026, pour mobiliser les comités et que chacun des comités de pilotage puisse recevoir un financement à travers une entente de notre part pour la réalisation de leur projet. Donc, dès 2022, avec la confirmation de ce financement-là, on a pu commencer à mobiliser les chercheurs, les organisations et les personnes aînées pour former les comités de pilotage. Puis, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 comités, puis chaque comité, c'est des personnes différentes. Ça a été quand même beaucoup d'énergie de faire ce recrutement-là, surtout au niveau des chercheurs puis des personnes aînées ou proches aidantes. Mais les organisations étaient quand même assez mobilisées au départ, mais il y avait quand même beaucoup de temps qui ont été mis là. Donc, les comités ont travaillé ensemble là, pour le premier 6 mois, presque jusqu'à 1 an, à décider qu'est-ce qu'ils voulaient faire ensemble. Fait qu'il y avait la thématique, il y avait l'approche de recherche-action, mais c'est eux qui décidaient exactement le projet qu'ils voulaient faire. Donc, ils devaient nous déposer un projet dans lequel ils identifiaient c'était quoi le besoin, c'est quoi le service qu'ils allaient mettre en place, comment la recherche elle allait contribuer, comment ils allaient assurer la pérennisation, c'était quoi le rôle de chacun des membres du comité de pilotage. Puis, voilà, donc ils ont déposé ça, les projets au comité directeur qui, en fait, ont accepté les projets. Là, parfois, il y avait des demandes de précision de certains aspects. Et de 2023 à 2026, les projets ont pu commencer à faire leur travail. Puis je vais vous présenter chacun des projets tout à l'heure. Au niveau de la démarche, on a fait aussi de façon globale une évaluation évolutive de notre travail, ce qui nous a permis de faire ressortir des grands constats que je vais vous présenter à la fin. On a travaillé avec Ludovic Descorets, puis on a eu une subvention d'Inouïve pour cette évaluation-là. Il y a un espace aussi de réseautage et de partage entre les participants. Donc, on fait une journée des partenaires à chaque année. Puis, il faut savoir qu'en tout et pour tout, là, comité directeur, 8 comités de pilotage, c'est à peu près une centaine de personnes que ça représente, l'ensemble. Fait qu'on les regroupe une fois par année, on organise des formations, on organise aussi des moments d'échange entre les personnes sur des questions du vieillissement ou des façons de fonctionner en recherche-action. Puis le transfert de connaissances est vraiment important. Je vais y revenir à la fin parce que dans toute notre démarche, ce qu'on souhaitait, c'est que tous les apprentissages qu'on fasse, qu'on ait fait, tant au niveau de la démarche, comment on l'a mis en place, que les connaissances que les projets vont développer puissent être disponibles pour les autres, pour les organisations, pour les personnes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on était vraiment content d'être là aujourd'hui et de répondre à l'invitation du RQDS pour vous le présenter parce que ça fait partie de nos objectifs. Donc là, je vais changer de diapositive. Vous allez pouvoir me dire si vous voyez innovation des services visés. Non, pourquoi? Ah, là, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Bon, c'est étrange, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est les 8 projets qui ont été mis en place, les 8 thématiques. Puis là, je vais vous les présenter là, vraiment une à une. Ce que je voulais dire, c'est comme malgré que 45 minutes, ça peut sembler long, c'est pas si long pour présenter une si grande démarche, donc je n'aurai pas le temps d'aller tant dans le détail. Donc, je vais juste dire, je ne vous présenterai pas les membres de chacun des comités, mais je voulais vous dire que chaque comité a environ une dizaine de partenaires, donc entre 9 et 14 participants, dont des chercheurs, des personnes aînées, puis des organisations qui portent le service ou qui sont collaboratrices. Puis, dans chacun des comités, l'argent qu'ils ont reçu à travers la démarche leur a permis d'embaucher, dans la majorité des cas, parce que ce n'est pas toujours exactement pareil, une personne pour être chargée de projet pour mettre en place le service, puis une personne qui était chargée de recherche pour réaliser la recherche. Fait qu'au début, c'était moi puis Annie Lachance qui animait les comités puis qui les mobilisait, mais une fois que les comités ont reçu leur financement, bien, c'est leurs ressources qui faisait aussi, qui prenait en charge, excusez-moi, la coordination puis l'animation des comités. Donc, je passe à la prochaine ressource. Est-ce que vous voyez Vesta?
Oui, OK, merveilleux. Donc, le projet Vesta, Vesta, c'est la déesse du logis et c'est aussi l'acronyme pour véhicule équipé pour des soins intensifiés à domicile. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est de développer, de mettre en œuvre puis d'évaluer l'utilisation d'un camion qui est équipé avec du matériel afin d'augmenter les services qui sont offerts à domicile à des personnes aînées qui ont des maladies chroniques particulières, donc soit la maladie pulmonaire obstructive chronique qu'on appelle communément dans le jargon citien MPOC, ou qui vivent de l'insuffisance cardiaque. C'est dans la MRC de Rivière-du-Loup. Donc, ce sont des gens qui doivent aller à l'hôpital ou doivent avoir des soins à domicile de façon fréquente. Et donc, l'utilisation des camions permet d'amener davantage de soins à leur domicile. Et puis, notamment, il y a de la domotique, donc du matériel technologique intelligent qui peut être amené à domicile, notamment grâce aux véhicules. Fait que le service, c'est vraiment d'utiliser le véhicule pour transporter le matériel qui permet de bonifier les services qui sont offerts par le personnel des soins intensifiés à domicile. Fait que les soins intensifiés à domicile, c'est un service de la direction du soutien à domicile, pour ceux qui s'y connaissent dans les directions du CIS du Bas-Saint-Laurent, qui est en fait un service de soins qui est déployé partout au Bas-Saint-Laurent. Mais la spécificité dans ce projet-là, c'est vraiment d'utiliser un camion pour amener davantage d'équipements chez les gens. Fait que déjà, dans les autres MRC, c'est le personnel eux-mêmes qui doivent utiliser leur véhicule. Fait que c'était quand même complexe de pouvoir prendre le matériel, le mettre dans leur véhicule, l'amener chez les gens. Et on s'entend il était limité aussi dans le type d'appareil ou de ce qu'il pouvait transporter dans le véhicule. Donc, le fait d'avoir ce véhicule-là permet d'apporter davantage d'appareils, comme par exemple un réfrigérateur, un concentrateur d'oxygène, un cabinet de médication, parce que comme un des objectifs, c'est d'aller dans les petites municipalités rurales. Il n'y a pas de pharmacie, bien sûr, dans chacune de ces municipalités-là. Fait que c'est quand même pratique, le cabinet de médication et du matériel technologique intelligent, de la domotique. Voilà. Les résultats qui sont visés par ce projet-là, c'est d'améliorer la qualité et surtout la quantité des soins offerts. Comme je vous ai dit, ça permet d'apporter davantage de matériel, que ça ait un impact positif autant pour les personnes aînées que le personnel soignant. Puis aussi, il y a tout l'aspect qui va être évalué aussi sur la réduction des coûts organisationnels parce que ces gens-là peuvent rentrer à domicile plus tôt. Donc, elles peuvent avoir leur sortie de l'hôpital plus tôt. Donc, il faut penser que ce projet-là n'est pas une hospitalisation à domicile parce que les gens sont sortis de l'hôpital. Donc, ils sont vraiment pris en charge par un médecin ou un infirmier, infirmière praticienne. Voilà. Donc, prochain projet, des menus travaux pour bien vieillir chez soi. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer puis d'évaluer puis de le documenter, la mise en place d'un service de menus travaux qui sont adaptés au projet, aux besoins des personnes aînées. Donc, les menus travaux, c'est vraiment des actions qui sont tous les travaux qui vont permettre au logis de rester fonctionnel et sécuritaire à travers le temps. C'est vraiment adressé aux personnes aînées ou en perte d'autonomie. Eux ont décidé d'accepter pour un certain pourcentage des personnes en perte d'autonomie qui seraient un peu plus jeunes dans la MRC des Basques. Les menus travaux correspondent toujours à des travaux dans le cadre du projet qui représentent moins d'une journée de travail. Donc, les personnes aînées vont faire une demande au Centre d'action bénévole des Basques. Donc, c'est eux vraiment la porte d'entrée, qui vont regarder les bénévoles qu'ils ont de disponibles et ils vont, grâce au travail des bénévoles, pouvoir répondre à certains travaux, comme par exemple changer une ampoule, remplacer la pile d'un détecteur de fumée, installer une tringle. Si les travaux sont trop complexes, s'ils demandent une expertise particulière ou d'avoir
des assurances ou oui, c'est ça. Dans le fond, plutôt une expertise particulière. Ils ont une collaboration. Ils vont transférer la demande à la couverte construction communautaire. La couverte, c'est une coop d'entrepreneurs qui ont une mission sociale dans leur organisation pour soutenir les personnes aînées dans des travaux qui seraient moins d'une journée. Dans les exemples, il y a la réparation d'une protection hivernale extérieure, mais j'aimais bien un des exemples qui disait, c'est il ne changerait pas un toit complet, mais s'il y avait une tuile qui était brisée sur un toit, puis qu'il y avait de l'eau qui coulait, ben, il n'y a pas grand entrepreneur qui viendrait faire un job de ce type-là parce que c'est beaucoup trop court, mais eux pourraient venir le faire. N'importe quel travail qui demande une échelle ou de l'équipement spécialisé ou par exemple une solidification d'une rampe d'escalier. Donc, les résultats de visée, ben, c'est d'accroître l'offre de service. Il n'y avait pas de service, donc juste le fait que le service existe dans la MRC des Basques. Avoir une meilleure connaissance des besoins en menu travaux des personnes aînées, là, ça, c'est grâce à la recherche. Puis aussi, les chercheurs ont fait des entrevues avec des organisations au Québec qui offrent des menus travaux. Ils vont sortir prochainement un document sur les leviers et les obstacles à la mise en œuvre des initiatives de menus travaux qui sont déployées au Québec. Puis pour ceux que ça l'intéresse, je vous parlais tout à l'heure du consortium Intéresse 4. Le consortium ont organisé une activité spéciale de 2 heures, je crois, sur les menus travaux où les chercheurs sont venus présenter leurs résultats, puis les responsables des organisations, un peu comment ils fonctionnent, mais aussi d'autres organisations de menus travaux au Québec. Puis vous pouvez trouver l'enregistrement de cette activité-là sur leur site du consortium Intéresse 4 dans la section Vieillir en santé. Le projet Adaptons les domiciles pour les personnes aînées vivant dans le Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, le projet, c'est vraiment d'implanter 2 innovations technologiques, soit Hygiène 2.0 et MAPIT, qui sont des innovations qui vont soutenir des personnes qui sont en perte d'autonomie et qui doivent adapter leur logis à leurs conditions, en fait. Donc, ce projet-là se situe dans 4 MRC, donc la MRC du Kamouraska, des Basques, de Rivière-du-Loup, Témiscouata, donc qui est un peu plus large. Fait que je vais regarder avec vous les innovations. Fait que, puis si vous allez voir, si vous tapez sur en fait, si vous allez voir sur notre site web, chaque projet a une page, puis vous pouvez avoir des vidéos là, qui expliquent plus en détail chacune des innovations. Mais Hygiène 2.0, c'est vraiment un aide à la décision pour savoir quelle aide technique on peut avoir pour adapter sa salle de bain. Donc, quand quelqu'un perd de l'autonomie, doit ajuster sa salle de bain, il y a souvent des chutes qui sont faites dans les salles de bain, donc il y a des adaptations qui doivent être faites et ce logiciel-là permet vraiment de soutenir l'aide à la décision, puis savoir aussi quelles ressources on devrait aller chercher aux besoins. D'ailleurs, ça peut être utilisé partout au Québec, ça, hein? Fait que n'hésitez pas à aller le chercher puis le partager parce que c'est pas, oui, nous, on travaille très fort à l'implanter au Bas-Saint-Laurent, mais ça peut être utilisé ailleurs aussi. MAPIT, c'est un logiciel aussi qui permet de prendre des images pour faire une cartographie 3D de la pièce qu'on veut adapter et donc qui permet de partager de l'information plus facilement entre des personnes qui voudraient faire l'adaptation et les personnes ressources qui doivent l'aider à le faire. Voilà, mais ça peut sauver beaucoup de temps parfois quand il doit y avoir des collaborations entre les ergothérapeutes puis les ressources techniques des MRC et les personnes. Donc, c'est quand même assez bénéfique. Donc, les résultats, ben, les membres du comité veulent que les gens soient satisfaits en utilisant les outils, que ça réduise le nombre d'hospitalisations chez les personnes aînées puisque les gens auront moins de risques de chute si leur logis est mieux adapté, que ça soit moins long le délai pour compléter l'adaptation du domicile dans un cadre du programme d'adaptation de domicile. Donc, le programme d'adaptation de domicile, c'est le programme de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec, qui donne du financement pour soutenir les personnes à adapter leur domicile, mais c'est très long. Là. Il y a de nombreuses années d'attente. Donc, parfois, ça peut faciliter quand on peut faire les choses par nous-mêmes ou quand on connaît mieux le chemin où aller.
Même chose pour la liste d'attente en ergothérapie, ça aussi, il y a des longues listes d'attente au CIS du Bas-Saint-Laurent notamment, puis que ça puisse baisser des coûts liés à l'aménagement d'une salle de bain. Dans ce projet-là, un des défis qui est présentement, c'est que bien que le logiciel, la plateforme puisse dire quel matériel acheter, puis souvent les gens n'ont pas les sous pour acheter le matériel. Fait qu'il y a des collaborations qui ont été faites, notamment avec le GIAD des Basses, que je vous ai dit tout à l'heure que c'est un centre de gériatrie sociale. Donc, eux, ils ont du matériel en prêt d'équipement. Le CIS en a aussi. Puis, il y a aussi des habitations pour personnes aînées qui ont pu avoir accès à de l'achat de matériel avec le ministère dans le cadre de la fierté de vieillir, en fait, pour avoir du matériel en prêt d'équipement. Fait que ça, c'était intéressant. Résidence innovante pour les personnes aînées de la Matapédia. Ce projet-là, c'est un projet de concevoir et d'implanter. Ça, c'est quand même un pas pire défi de construire une habitation en 4 ans, en tout cas, au moins avoir le financement. Un modèle de résidence qui soit évolutif, donc c'est-à-dire que les personnes n'ont pas à déménager s'ils perdent de l'autonomie. Accessible financièrement, donc que ce soit accessible aux personnes à faible revenu et ce, malgré leurs besoins en services qui peut évoluer selon leur perte d'autonomie, fiable dans une petite communauté, puis qui intègre les personnes proches aidantes. Et c'est pour les personnes aînées, leurs conjoints de la MRC, de la Matapédia. Donc, le service, donc c'est leur modèle, c'est des maisons autonomes avec environ 39 unités qui sont abordables aux personnes à faible revenu. Il y a des appartements qui sont disponibles pour des couples pour qu'ils puissent résider ensemble parce qu'un des besoins qui a été nommé à la base, eux ont vraiment fait une grande consultation là, dans leur MRC pour connaître les besoins des personnes par rapport à ce modèle d'habitation-là. Puis une des choses qui était nommée, c'est que quand les gens n'ont pas le même niveau d'autonomie, ils doivent habiter dans des résidences différentes. Donc, l'idée, c'était que les couples puissent rester ensemble, même s'ils n'ont pas le même niveau d'autonomie. Qu'il y ait un continuum de services permettant de répondre aux besoins des personnes jusqu'à la fin de vie. Encore là, une des choses qui est nommée souvent par rapport à l'habitation, c'est qu'un déménagement, c'est très dur pour une personne aînée, et même pour toute personne, en fait. Mais dans le fond, pour les personnes aînées notamment, et à chaque fois, si on passe si l'habitation est juste adaptée à un type de perte d'autonomie et que quand on perd l'autonomie, on doit déménager, c'est très difficile. Donc, l'idée, c'est que la personne puisse rester jusqu'à sa fin de vie. Qu'il y ait un bureau de consultation médicale ou de soins corporels sur place. Ils veulent aussi que la résidence soit ouverte sur la communauté. Donc, ils ont mis en place ils veulent mettre en place une salle de consultation qui est munie de télémédecine qui va pouvoir être disponible pour la communauté et ils réfléchissent, c'est encore en réflexion, à la possibilité d'intégrer une garderie dans ces murs. Donc, les résultats visés, en fait, c'est presque équivalent à ce qu'ils sont en train de mettre en place, et que je vais y aller vite, d'offrir une habitation qui réponde aux besoins, se baser sur les meilleures pratiques pour la construction du modèle. Et ça, c'est intéressant. Il y a une collaboration avec le TIES qui les met TIES, qui est une organisation territoire innovant pour les entreprises d'économie sociale et solidaire, qui les met en lien avec d'autres projets au Québec qui sont des modèles innovants, dont notamment Pax Habitat, pour ceux qui les connaissent. L'intégration de personnes proches aidantes, l'évolution selon la perte d'autonomie, l'accessibilité des coûts, puis la favorisation du dynamisme des communautés. Sinon, le projet offre de services en accompagnement transport, et je sais que je vous donne vraiment beaucoup d'informations. J'espère que vous êtes toujours intéressés. Donc, offre de services en accompagnement transport. L'objectif, c'est de développer puis de documenter une offre de services innovante en accompagnement transport, mais c'est pour une offre de services pour de l'accompagnement pour la participation sociale et des loisirs. Donc, il y avait déjà le service pour de l'accompagnement transport pour des rendez-vous médicaux, mais ici, on veut aller vers la participation sociale et des loisirs.
s'inspirer des expériences qui sont répertoriées ailleurs et la littérature scientifique. Donc, les chercheurs font des entrevues avec d'autres initiatives aussi ailleurs au Québec, puis ils vont dans la littérature. Et c'est pour les personnes aînées en perte d'autonomie dans la MRC de la Matanie. Donc, vous voyez que presque chaque MRC a un projet. Donc, le service, c'est la bonification de l'offre, c'est le Centre d'action bénévole de la Matanie. Comme je vous ai dit, ils offraient déjà l'accompagnement de transport médical. Là, ils vont offrir pour la participation sociale et loisirs aussi. Ils ont aussi eu du financement par ailleurs par le programme fédéral Bien vieillir chez soi, qui porte le même nom que nous, qui leur a permis d'acheter un véhicule électrique pour bonifier leur offre de service. Donc, c'est en fait, l'objectif, c'est notamment qu'il y ait des bénévoles qui ne souhaitaient pas utiliser leur véhicule puis qui seraient intéressés à utiliser le véhicule du CAB. Donc, ça aussi, ça va être documenté. Et les Oui, membres du bonjour. comité. Oui? Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait son Je son m'en ouvert. OK, parfait. Donc, il y a aussi le comité de pilotage qui veut voir en dehors du service d'accompagnement de transport pour la participation sociale et loisirs, est-ce qu'il y a moyen de faire des collaborations avec d'autres organisations pour répondre à des besoins d'accompagnement de transport. Puis, notamment, une chose qu'ils ont testée, mais qui n'a pas tant fonctionné parce qu'il n'y a pas tant de gens qui sont inscrits, fait qu'il y aura peut-être un deuxième tour de roue à faire là-dessus, c'était de faire de l'accompagnement de bénévoles avec des personnes aînées dans le transport, dans le service de transport en commun de la MRC pour les habituer à l'utiliser, s'inscrire et tout ça. Fait que voilà, mais il n'y a pas eu beaucoup d'inscriptions, malheureusement. Ça arrive. Donc, les résultats visés, c'est que le service qui soit mis en place soit efficace et pérenne, qu'il puisse rester au-delà de la recherche-action, de développer les connaissances sur l'accompagnement transport, puis de bonifier le panier de services. Donc, le projet, là, je ne sais pas combien on est rendu, peut-être le 5e à peu près, paramédecine communautaire. Donc, le projet de paramédecine communautaire, c'est de permettre à des personnes qui ont une maladie chronique, les mêmes que Vesta que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui a une maladie pulmonaire obstructive chronique ou de l'insuffisance cardiaque, qui sont à l'hôpital, qui puissent rentrer chez eux plus tôt. Même s'ils ont encore besoin de soins fréquents, parce qu'ils vont avoir des visites des techniciens et techniciennes ambulancières à la maison. Donc, ça, c'est dans 6 de nos 8 MRC, donc Kamouraska, Les Basques, Rivière-du-Loup, Témiscouata, La Métis et Rimouski-Neigette. Donc, le service, c'est vraiment l'entreprise ambulancière de la MRC. Donc, au départ du projet, c'était le groupe Cambi qui est dans Rimouski-Neigette, mais maintenant, il y a d'autres entreprises dans les autres MRC qui sont impliquées aussi, qui collaborent avec le CIS du Bas-Saint-Laurent. Puis, il faut savoir que c'est des techniciens et techniciennes ambulancières qui sont rémunérés en mode attente. Fait que ça veut dire qu'ils ils sont payés. Il y a certains techniciens et techniciennes ambulancières qui sont payés juste quand ils vont faire une visite. Eux sont toujours payés, puis ils sont en attente. Fait qu'il y a des temps où ils sont dans leur camion, puis ils attendent. Fait que l'idée, c'est d'exploiter ce temps d'attente-là pour aller faire des visites à domicile de personnes aînées qui sont libérées suite à une hospitalisation. Donc, voilà. Les résultats visés, c'est de diminuer les visites à l'urgence, diminution du transport ambulancier de façon générale, puis que les usagers soient satisfaits, c'est ce qu'on espère. Ensuite, la plateforme web de répit pour les personnes proches aidantes. Donc, c'est vraiment de mettre en place une plateforme qui permet de jumeler des personnes proches aidantes avec des personnes qui peuvent leur offrir du répit. Donc, ils veulent évaluer l'implantation de cette plateforme-là et son utilité. C'est pour les personnes proches aidantes et les personnes qu'elles aident du Bas-Saint-Laurent. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment comme un jumelage, comme un Tinder entre une personne proche aidante qui a besoin de répit puis une personne accompagnatrice qui est disponible puis qui va leur offrir un répit.
Pourquoi on dit que c'est un répit atypique? Elle va leur offrir un répit atypique. C'est parce que ça va être selon les besoins de la personne. Il y a quand même plusieurs offres de répit déjà présentes au Bas-Saint-Laurent, mais souvent, il faut réserver d'avance pour des raisons qu'on comprend très bien et ou pendant des heures de semaine. Fait qu'en étant vers du atypique, c'est qu'on veut permettre aux gens d'y aller plus selon leurs besoins. Donc, les personnes proches aidantes vont pouvoir mettre sur la plateforme quand est-ce qu'elles ont besoin de leur répit. Ça peut être les soirs, les fins de semaine, ça peut être finalement assez rapidement s'il y a quelqu'un, un accompagnateur qui est disponible. Fait que les accompagnateurs, ça peut être soit des travailleurs ou des bénévoles qui viennent des entreprises d'économie sociale, des organismes communautaires, mais au Bas-Saint-Laurent, en ce moment, c'est beaucoup des travailleurs qui sont référés par le CIS du Bas-Saint-Laurent. Bien sûr, les antécédents et les informations des accompagnateurs sont vérifiées, fait que la plateforme est sécuritaire. Donc, l'objectif, c'est que la plateforme soit accessible et facile d'utilisation pour les personnes proches aidantes, que ça puisse améliorer leur qualité de vie, puis que la recherche puisse permettre d'améliorer le système de pairage de répit aidant, donc que ça soit le plus efficace possible. Puis, ils veulent aussi faire un portrait de la proche aidance dans les différentes MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, le projet Communauté de CCR, qui est mon dernier projet. Fait qu'on on arrive au 8e projet. C'est un projet qui permet de compléter l'offre de services de répit pour les personnes proches aidantes. Fait que oui, il y a de l'offre qui est disponible, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Fait que l'idée ici, c'est de le compléter. Puis c'est des personnes proches aidantes de personnes aînées qui présentent des troubles cognitifs. Donc, ça, c'est dans la MRC de la Métis et de Rimouski-Neigette. Dans le service, il y a 2 volets qui sont développés. Donc, d'une part, c'est des étudiants qui, dans le cadre de leur programme d'études qui est lié au domaine de la santé et des services sociaux, vont faire un stage pour aller offrir du répit à des personnes proches aidantes et d'autre part, à des personnes citoyennes qui habitent dans la communauté de la personne proche aidante puis qui peut recevoir une formation pour venir offrir du répit. Les résultats visés, c'est de développer cette formation-là pour pouvoir accompagner les étudiants puis les personnes citoyennes à donner le répit, puis que la formation soit basée sur la connaissance de vraiment la réalité des dyades. Quand on parle de la dyade, c'est la personne proche aidante puis la personne qu'elle aide, puis c'est quoi leurs réels besoins en termes de répit. Ils souhaitent aussi dans ce projet-là qu'il y ait davantage de gens qui appellent à la ligne Info Aidant, qui est la ligne quand on a besoin de répit en tant que personne proche aidante. Donc, les gens puissent davantage s'identifier comme personne proche aidante et qui connaissent le service dans les 2 MRC ciblés. Puis qu'il y ait une amélioration de l'offre de répit puis de la satisfaction des personnes qui l'utilisent, puis une diminution du sentiment de fardeau qui est vécu par les personnes proches aidantes. Voilà, donc j'ai fini les 8 projets. On a fait le tour. Je n'ai pas fini ma présentation, par exemple, mais Gédéon, tu as ouvert ton micro. C'est bon. C'est bon, parfait. Donc, vous retenez tous vos questions pour la fin. Donc, ça ne sera plus très long, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait une démarche d'évaluation évolutive pour évaluer pas tant le travail des comités, mais la démarche dans son ensemble, tout ce qu'on a structuré, qu'est-ce qui nous a aidés ou qu'est-ce qui a été des défis. Fait que si jamais vous voulez vous en inspirer, on peut vous dire que dans les conditions gagnantes, on peut dire qu'on a été quand même très chanceux d'avoir une grande mobilisation des organismes régionaux qui étaient dans le comité directeur. Comme je vous ai dit, il y avait des rencontres aux 3 semaines et ils souhaitent encore vraiment changer puis changer les conditions de vie des personnes aînées puis améliorer les services pour qu'ils restent chez eux. Avec une grande mobilisation, on a eu cette chance-là. Le soutien financier d'un bailleur de fonds principal, la Fondation Marie-Hélène Saputo, bien sûr que ça a été essentiel. Puis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on a aussi la chance au Bas-Saint-Laurent d'avoir une entente en développement social
pour le Bas-Saint-Laurent qui regroupe les initiatives de Bien vieillir chez soi, l'Alliance pour la solidarité et la pauvreté, le travail de rue, Cosmos, qui est une communauté ouverte et solidaire pour un monde en santé, scolarisé et outillé. Fait que c'est comme un Bien vieillir chez soi, mais pour les jeunes. Et dans l'entente, on a aussi au Bas-Saint-Laurent, les MRC ont investi dans l'éolien. Fait que ça nous permet d'avoir des redevances qui sont incluses dans cette entente-là, puis ça permet de faire d'avoir la portion toujours pas privée, mais la portion, ben oui, privée, dans le fond, dans les projets, là, il y a toujours une contribution qu'on doit apporter, fait que l'entente en développement social et le fonds éolien nous a permis d'apporter cette contribution-là pour ensuite avoir l'argent de la Fondation Mirella Lino Saputo. Le financement des projets a été facilitant pour le recrutement. Bien sûr, les 8 projets, les organisations, les chercheurs, les personnes aînées ont été plus enclines à participer parce qu'il y avait le financement pour réaliser le projet et pour embaucher environ 2 ressources par projet pour les soutenir par la suite. Le fait qu'il y ait un mandataire régional, qui est nous, le collectif régional de développement, c'est sûr que c'est facilitant, on est neutre, on est habilité à gérer des ententes, du financement, on est un OSBL aussi. Voilà, l'adoption de l'approche de recherche-action, c'est un gros plus. C'est aussi un défi de travailler sous forme de recherche-action, mais le fait de se baser sur de la connaissance et de travailler tout le monde ensemble, c'est sûr que ça permet d'aller plus loin. Le souhait de travailler avec l'évaluation évolutive, pour nous, ça a été très bénéfique parce que ça nous permet de nous documenter tout le long et de s'adapter, s'améliorer aussi en cours de route. Tout ce qui a été la structuration de la démarche, pour ça, on s'est doté d'un cadre de référence et d'un cadre de reconnaissance de la participation des personnes expertes de vécu, 2 documents que vous pouvez trouver sur notre site Web. Et nous, ça a été très utile pour encadrer la participation des 8 comités, puis que chacun fasse partie d'une programmation de recherche-action et travaille un peu de la même façon sous forme d'une recherche-action, juste de définir c'est quoi une recherche-action, qu'est-ce que ça veut dire de travailler de cette façon-là et tout ça. Sinon, le fait que l'organisme mandataire, dans le financement, il y avait l'embauche de 2 agentes régionales projet. Donc, moi, Annie Lachance et maintenant Normand Lévesque. C'est sûr que ça a été nommé comme étant un élément positif. Au début, c'est même nous qui avons mobilisé, on a structuré la démarche, on a mobilisé les comités. Au début, on organisait, on animait les comités, on faisait les comptes rendus jusqu'à temps qu'ils déposent leur projet puis qu'ils aient eux-mêmes des ressources. Fait que ça, c'est sûr que les comités ont beaucoup apprécié. Puis on continue encore à les accompagner, surtout pour ce qui est de les soutenir à travailler ensemble, recherche, organisation et personnes aînées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un comité de recherche au début qui s'est maintenant dissous, mais quand on a fait le portrait là, du Bien vieillir chez soi au Bas-Saint-Laurent, puis ça a été un plus. De cette démarche-là qu'on a fait, donc de vraiment connaître notre territoire puis les besoins sur notre territoire au départ, c'est sûr que ça a été un plus avec tous les partenaires aussi du territoire. On avait une stratégie de recrutement qui était adaptée à chaque type de partenaire, donc une stratégie de recrutement pour les chercheurs, une stratégie de recrutement pour les personnes aînées, les organisations. Ça, c'était essentiel parce que c'est pas de la même façon qu'on les rejoint. Bien sûr, le choix d'impliquer des personnes expertes de vécu pour tout ce qu'elles apportent, pour le rythme aussi qu'elles apportent au comité, puis pour leur expertise. Fait que ça, c'est un plus. On a eu la grande chance que les membres des comités de pilotage sont très impliqués et le sont depuis le début, malgré que parfois il y a eu des difficultés et tout ça. Tout le monde est resté très impliqué. Puis je pense que, je l'ai nommé tout à l'heure, mais le fait que les comités de pilotage étaient accompagnés en continu jusqu'à la fin, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais c'est en mars 2026, fait que ça s'en vient bientôt, mais ça aussi, ça a été nommé de plusieurs fois comme étant un plus. Dans les défis,
ben là, vous ne serez pas surpris d'entendre que le temps est toujours un défi, puis le temps pour structurer la démarche. On avait souvent l'impression, moi et Annie, on se disait, on avait l'impression de marcher, on levait le pied, là, puis c'était vide en dessous, puis on le construisait. Mais quand on mettait le pied, c'était construit. Fait qu'au début, pour la mobilisation, on construisait en même temps le cadre de référence et tout ça, mais bon, on y est arrivé, puis je pense que j'espère si un jour vous faites une démarche similaire, vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'on a fait pour que cela vous aide dans le temps que vous avez. Il y a eu plusieurs enjeux imprévus qui sont arrivés, qui ont parfois amené des délais importants, notamment des enjeux de propriété intellectuelle quand on travaille en recherche-action, à qui appartient les services, à qui appartient les connaissances, des éléments comme ça, mais parfois d'autres éléments dont notamment une des difficultés, je dirais, on a une personne aînée qui est décédée dans un comité, donc c'était difficile pour le comité de dealer avec ça. Mais en tout cas, c'est toutes sortes de choses qui ont pu arriver. Les échéanciers serrés, ça, on revient au temps. Le recrutement des personnes expertes de vécu et des personnes chercheuses a été notamment assez difficile. Au niveau des personnes expertes de vécu, c'est qu'au départ, on voulait vraiment des personnes qui vivaient la réalité d'avoir besoin du service. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait notamment des personnes qui avaient des maladies d'insuffisance cardiaque ou pulmonaire. Donc ça, finalement, ça ne fonctionnait pas très bien. Puis que ça peut être des personnes proches aidantes, mais en tout cas, c'était pas si simple. Il faut que ce soit des personnes aussi qui soient, autant qu'on va respecter les personnes, le rythme des personnes aînées et proches aidantes, autant qu'elles doivent être capables de suivre aussi le comité. Fait qu'il y a comme les deux. Au niveau des personnes chercheuses, ben, il faut des chercheurs qui sont intéressés à travailler en recherche-action, donc c'est moins en recherche fondamentale, et qui sont prêts à mettre beaucoup de temps à développer un service et que leur recherche va servir directement à ça. Puis je veux dire qu'il y a beaucoup d'ouverture de ce côté-là, mais aussi qu'il y ait l'expertise sur le sujet et l'intérêt de venir au Bas-Saint-Laurent travailler. Heureusement, la technologie a quand même beaucoup aidé à ce niveau-là parce que la plupart des rencontres sont faites en virtuel, mais ce qui permet d'avoir des gens de l'extérieur de la région aussi. Le maintien de l'équilibre entre l'action et la recherche, fait que ça, c'est toujours à situer puis à équilibrer. C'est de valeur que ça termine bientôt parce que c'est de plus en plus équilibré, mais ça prend du temps avant de développer cet équilibre-là. L'appropriation de l'approche de recherche-action pour tout le monde, différentes cultures organisationnelles et de posture, fait qu'on on est vraiment là-dedans. L'importance de clarifier les rôles de chacun dans un contexte de recherche-action, puis de ramener toujours le fait que le projet appartient à tout le monde et ce n'est pas une partie qui appartient à un puis l'autre partie qui appartient à l'autre, même si on a chacun des responsabilités puis des rôles qui nous appartiennent. Puis tolérance à naviguer dans le flou. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas en cours de route puis qui sont un peu différentes dans chacun des projets, puis chacun a leur particularité. Fait que c'est ma dernière diapo, mais non la moindre. Toute cette démarche-là va permettre de générer beaucoup de connaissances, donc tant au niveau de la démarche, qu'est-ce qu'on a construit, que comme vous avez vu, chacun des projets va produire des connaissances. Fait que dans notre, donc là, c'est le site web que vous voyez affiché. Dans la section ressources, tous les documents vont être là. Puis aussi dans les projets, dans chacun des projets, quand les documents sont plus reliés à un des projets. Puis nous, dans la démarche, notre stratégie de transfert, c'est vraiment central que d'autres organisations puissent profiter de la connaissance qu'on a mis en place pour soit mettre en place des services similaires ou s'inspirer de la démarche. J'en profite aussi pour vous dire que sur notre site web, vous allez voir notre infolettre. On n'a pas une infolettre à chaque mois, là. Il reste 3 infolettes avant la fin, mais on va partager les résultats dans notre infolettre. Donc voilà, j'ai terminé la présentation. Peut-être juste pour une dernière fois, si vous voulez scanner pour aller sur le site web. Et sinon, ben, je vais prendre les questions.